Christophe Bonduel, bonjour. Bonjour. Quel regard vous portez sur l'évolution du groupe pendant votre ère, en termes de valeurs et de raison d'être, puisque vous êtes devenu entreprise à mission assez récemment? Vaste question. Je ne sais pas combien de temps vous me donnez pour répondre à une telle question, parce qu'en 30 ans, même plus de 30 ans, je pourrais dire même 64 ans, j'aurai 64 ans la semaine prochaine. Les évolutions ont été énormes. Et pourquoi je dis 64 ans? C'est parce que quelque part, je suis né dans un chou-fleur, on va dire, ou dans une boîte de conserve, je ne sais pas comment il faut le dire, parce que j'ai été baigné dans l'ambiance de l'entreprise familiale depuis toujours. Pour autant, vous avez raison, je suis arrivé, on m'a confié la direction générale en 92, je n'avais que 32 ans, mais il faut resituer le contexte. À l'époque, le groupe Bonduel, c'était 4 usines, c'était 4 ou 5 pays très proches de la France, et puis de la conserve surgelée. Alors des évolutions sur une telle période, il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de croissance, tant interne que externe d'ailleurs, qui nous a amené à ce que nous sommes aujourd'hui. C'est un groupe de une quarantaine d'usines qui est présente à la fois en Europe occidentale, mais aussi orientale, mais aussi en Amérique du Nord, mais aussi un peu en Amérique du Sud. Voilà, qui a fait des ruptures stratégiques majeures en passant de la conserve et surgelée uniquement à aussi au frais, et au préparé. Et au préparé, absolument. Il y a deux sortes de frais. On va l'appeler réfrigéré plutôt, parce qu'en fait, entre une salade en sachet et des produits traiteurs comme on fait, ce sont des choses différentes, ce sont d'ailleurs des usines différentes, etc. Donc à la fois des évolutions technologiques, des évolutions géographiques très importantes. Et puis, avec au passage forcément des passages et des transmissions de génération à l'autre, etc. Donc c'est à la fois, j'ai eu la chance d'avoir une époque passionnante, que j'ai essayé d'assumer aussi bien que j'ai pu, aussi bien l'entreprise que, bien sûr, la famille, puisque quelque part, j'ai eu pendant toute cette période des casquettes un peu différentes de diriger Bonduel d'une part, mais aussi, quelque part, d'orienter la famille, d'organiser l'actionnariat, etc., avec une cotation aux bourses au passage, avec le choix d'un statut de commandite par action, de choses qui comme est extrêmement engageant pour la famille. Donc tout ça fait beaucoup de choses. On a fait un chemin, je crois, significatif depuis cette époque-là. Le tout s'inscrivant dans une continuité, parce que si je remontais dans l'histoire, il s'était passé beaucoup de choses, et avec d'ailleurs, curieusement, à chaque génération, puisque je représente la 6e génération, la 7e commence à arriver, des ruptures importantes en fait à chaque génération. Comme je le dis souvent, on ne peut pas gérer un existant, voilà, et que d'autre part, une génération, pour se légitimer, doit quelque part réussir des ruptures. Donc nous, ça a été des ruptures dans le domaine technologie, dans le domaine géographique, etc. Il y en aura d'autres qui arriveront. Ceux d'avant avaient fait des ruptures importantes aussi. On est passé de la distillerie, etc. Voilà, le monde est en mouvement. Et l'absence de mouvement, c'est quelque chose qui tue, de toute façon. Voilà. Le passage de flambeau, ce passage de génération en génération, c'est un des points les plus critiques des entreprises familiales, évidemment. Vous êtes la 6e. On peut dire qu'au fur et à mesure des générations, vous avez réussi ces passages de flambeau à l'échelle des 170 ans qu'on regarde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on prépare une génération? Vous savez, vous dites que c'est un point. Alors, je suis forcément un chantre des entreprises familiales, parce que c'est un modèle pour moi très, très puissant, quelquefois dénigré, mais néanmoins très puissant, qui a ses propres écueils ou ses propres difficultés. Vous appelez ça des points critiques, et moi j'ai tendance les obstacles à les transformer en opportunités plutôt, à y voir, et le mot n'est pas neutre pour moi, des occasions de régénération. Et ça me plaît parce que passage d'une génération à l'autre, ça régénère. Au sens que, tout simplement, et je ne suis pas dupe, j'ai 64 ans aujourd'hui, j'ai 38 ans de Bonduel dans les pattes, etc. Il faut être lucide, on finit par, au bout d'un moment, avoir du mal à imaginer les choses autrement, à avoir du mal à imaginer les ruptures possibles, etc. À peut-être commencer à vivre avec des tabous et des choses comme ça, et ça c'est la fin de tout. Bon.
Et donc je vois moi plus des occasions de ces passages de génération comme des occasions de régénération, de mettre des regards nouveaux, des yeux nouveaux. La plus grande difficulté étant pour la génération d'avant de s'organiser pour laisser les mains libres. J'entends trop souvent, ouais, mais j'ai transmis le pouvoir, mais je continue à tirer les ficelles par derrière. Hein, bon, et à laisser réellement le pouvoir. Et je suis très très reconnaissant. Moi, la génération qui m'a précédé, le jour où ils nous ont dit, il y a une espèce de règle non écrite chez nous, c'est autour de la soixantaine, on abandonne les postes opérationnels, ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne des postes d'instance, de conseil d'administration ou de choses comme ça. Et vous, c'était 2018, de mémoire, sur la partie PDG, vous êtes devenu président en 2018. Bah, c'est-à-dire que moi, donc en 92, à l'époque, j'étais expatrié en Espagne. On a fait appel à moi pour. On a changé de mode de gouvernance d'ailleurs, puisqu'on s'est mis en directoire à l'époque avec un président d'ailleurs non familial, qui a été nommé pour la première fois de notre histoire, ce qui fait que ce n'est pas un tabou. Donc voilà, et puis au bout de 8-9 ans avec le président de l'époque, il a fini par me dire: hey Christophe, il vous a pas échappé, vous allez me succéder, il faudrait peut-être que vous y mettiez. Moi je me serais très bien comme ça, je suis pas pressé du tout, on se complète bien, tout ça. Bon bref, toujours est-il que j'ai été nommé effectivement président du directoire puis PDG en 2001 et en 2005. Donc voilà pour ma propre histoire. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que le jour où la génération qui m'a précédé nous a dit voilà les clés, mais ils l'ont fait vraiment, et ils nous ont fait confiance, et ils nous ont laissé réellement décider des choses, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne siégeaient plus du tout dans les instances, mais en refilant vraiment les clés. Bon. Et ce que je m'apprête tout simplement à faire, parce que j'ai apprécié cette façon de faire, avec la génération qui nous suit, donc la 7e génération. La 7e. On revient sur cette question de préparation de génération. On ne devient pas, on n'est pas en capacité totalement et de façon naturelle de récupérer un tel pouvoir, ou en tout cas de vraiment passer, mettre les mains sur le guidon comme ça. Ça se prépare, ça s'anticipe. Est-ce que peut-être vous avez dans la famille Bonduelle une recette secrète un petit peu, ou quelques aspects auxquels vous faites particulièrement attention dans le cadre de cette préparation de nouvelles générations? Forcément, quand vous arrivez dans ces rôles-là, ce sont des rôles généralistes, hein, et non pas d'experts d'un domaine donné, etc. Nous n'avons pas chez nous de parcours professionnel. Il se trouve qu'en ce qui me concerne, si je refais ma propre histoire, j'ai eu la chance de commencer par usine, alors que j'avais fait une business school. J'ai insisté le jour où on m'a fait signe. Oui, je vois que vous êtes bien renseigné. Excellente école, au demeurant. Je partage votre avis. Pourquoi vous êtes EDEC aussi? Et d'avoir insisté au départ, c'était sous la présidence à l'époque de Bruno Bonduelle, qui m'avait dit bon, bah, je rentre le 1er mai 85 chez Bonduelle, je rentrerai volontiers en même temps qu'un jeune, tiens Christophe. Bon, et puis à cette époque-là, j'avais dit pourquoi pas, mais à la condition de rentrer par usine, alors que j'avais fait une business school, donc c'était contre-intuitif un peu quelque part. Et j'avoue que c'est un passage pendant 5 campagnes, 4 ans, dans une usine qui m'a beaucoup plu et surtout beaucoup servi par la suite, après, pendant tout mon parcours professionnel. Parce qu'ensuite, j'ai démissionné, figurez-vous, au bout de 4 ans, parce que j'en avais marre du regard des cadres sur un héritier, là, etc. Est-ce qu'il mérite vraiment sa place, ou est-ce qu'il l'a parce qu'il s'appelle Bonduelle, une chose comme ça. Moi, j'avais dit, bon, stop, moi, je vais créer ma boîte. Et puis j'ai été rattrapé par le fond de la culotte en disant bah, tu as raison, après tout, tu es entrepreneur, va donc créer une boîte, mais après tout, pourquoi tu n'irais pas la créer pour nous plutôt? Et c'est comme ça qu'on m'a envoyé créer nos filiales espagnoles et portugaises, où j'ai passé 3-4 ans. Tout ça pour dire que imaginer des parcours qui forgent un généraliste, etc., je pense que c'est un peu une peine perdue. Pour autant d'y penser et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu des compétences et une façon de se frotter aux clients d'une part, aux fournisseurs agricoles en ce qui nous concerne d'autre part, et des choses comme ça, pour peu que quelqu'un en ait le goût. On a le droit aussi d'avoir un goût autre, hein, d'ailleurs. Une vraie expertise dans un domaine donné, donc très profonde, et voilà, bon. Mais il est clair que je pense que ça me sert aujourd'hui d'être passé par usine depuis longtemps, d'être passé par des équipes commerciales et des clients à un autre moment, etc. Et de me forger une compétence plutôt généraliste et donc expert en rien et donc mauvais en tout, quoi. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Donc une façon, effectivement, un parcours protéiforme,
en fonction des souhaits de chacun. Et vous, en tout cas, ça a commencé en usine. Elle était où cette usine, juste pour... Ah, elle était dans un village, parce que nous, les usines, c'est dans des villages. Bien Parce sûr. que les C'était légumes, où alors? Alors c'était à Beauvais, À dans Beauvais. un bled à côté de Beauvais qui s'appelle Varluy, qui malheureusement est une usine qu'on a fermée depuis d'ailleurs. Bon. Alors Merci. ça c'est pour l'aspect professionnel, et puis après il ne faut pas oublier l'aspect familial bien sûr. Et là ça passe beaucoup plus par montrer que le bien commun passe avant tout, hein, d'une famille, sans comment dire, préjugés, et encore moins avec des réflexes d'atavisme. Alors là c'est la fin de tout, quoi. Bon, voilà. Merci infiniment pour ce regard que vous portez sur ce passage de flambeau. Une question peut-être sur la fonction finance. Cette émission est dédiée à la direction financière de Bonduelle et vous avez la sympathie de venir passer un moment avec nous pour en parler. Comment la fonction finance est-elle créatrice de valeur dans ce groupe qui est à la fois familial et coté? Vous savez, on a des enjeux importants. Les deux mamelles, je pense, les plus importantes de toute entreprise, c'est la finance et les hommes. Sans finance, sans moyens financiers, on ne fait pas grand-chose. Et puis, sans hommes, encore moins. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs que je préfère avoir des bons dans un secteur difficile que le contraire. Hein, d'avoir des mauvais dans un secteur facile. Je préfère clairement. Nous avons un secteur difficile. On a des enjeux à la fois sur le plan structurel d'ailleurs et à la fois conjoncturel qui sont importants et difficiles. Sur le plan structurel, un métier qui génère peu de profitabilité, du fait des aléas climatiques, du fait d'un certain type de concurrence aussi qui ne résonne pas forcément comme nous, qui sont des coopératives agricoles. Hein. J'ai rien contre les coopératives agricoles, mais qui ont leur propre prisme, leur propre... voilà. Un métier avec des aléas climatiques forts, etc., qui tout ça génère une rentabilité très faible, de l'ordre de 4-5%, si on la mesure en résultat d'exploitation, ce qui est quand même pas épais, notamment au regard de la force de nos marques. Il y a un autre élément qui fait que c'est structurellement peu rentable, c'est que le poids sur nos marchés à nous, des marques distributeurs, est très très important. Bon. Donc voilà, il y a des aspects structurels de ce type-là, qui fait que le métier de la finance, forcément, il est important en termes de capacité à analyser la valeur. L'épaisseur du trait est importante quand on fait 3, 4, 5% de résultats. Quand on est au centime, quoi. Hein, bon. Et puis, un autre aspect de notre métier, c'est qu'il est extrêmement gourmand en capitaux nécessaires. Du fait de la saisonnalité, parce que malheureusement, on a cherché, hein, mais on n'a pas trouvé comment faire pousser des petits pois au mois de janvier. Hein, voilà. Bon. Et donc, la saisonnalité fait que on a des capex importants. Hein, parce qu'une usine va faire des petits pois, si je prends l'exemple des petits pois, ce serait pareil pour les carottes ou les haricots, mais pendant très peu de temps, pendant 4 semaines, 5 semaines dans l'année. Ce qui veut dire des grosses installations industrielles qui ne vont tourner que 4 ou 5 semaines dans l'année pour un légume donné. Et puis malheureusement, les machines ne sont pas les mêmes pour faire des petits pois ou des carottes. Donc on ne peut pas mutualiser, évidemment. Voilà, et donc en CAPEX, mais du coup ça se traduit pour la fonction financière en besoin en fonds de roulement important, parce que ça veut dire qu'on a des stocks énormes. À la fin octobre, à la fin de la saison estivale et donc de récolte, de transformation, etc., on va se retrouver avec les 3/4 de notre chiffre d'affaires annuel en stock. Et donc ça, la fonction financière, ce BFR, les CAPEX, etc., avec une rentabilité faible, évidemment, il faut qu'elle trouve les astuces, les moyens, etc., techniques d'y répondre. Ça, c'est pour les aspects structurels. Donc la fonction finance est très très importante pour nous. Puis il y a des aspects bien sûr beaucoup plus structurels ou conjoncturels, pardon, qui sont l'environnement est ce qu'il est, l'inflation est ce qu'elle est, et se traduit d'ailleurs en BFR, en besoin en fonds de roulement sur les stocks. Hein, forcément, si vous avez des stocks qui inflatent, le besoin en fonds de roulement, il inflate aussi. Bien sûr, un coup de la dette qui s'alourdit. Voilà, que ce soit l'épisode de la guerre de l'Ukraine, de la Russie, etc., et nous sommes présents en Russie depuis 30 ans, forcément, il faut prendre des précautions, etc. Que ce soit le coût de l'argent, hein, il a échappé à personne qu'on s'était habitué à un argent facile. Oui, mais c'est plus le cas depuis un an quand même. Les taux d'intérêt ne sont plus les mêmes. Que ce soit la volatilité d'échange aussi. Oui. Parce que quand vous êtes présent en Hongrie, en Russie, aux États-Unis, au Brésil, etc., vous avez des échanges qui fluctuent, et Dieu sait qu'ils fluctuent fort en ce moment avec la conjoncture.
Et ça suppose, bien sûr, de mettre des outils en place de couverture, comme on appelle ça, de bien produire au bon endroit, etc. Tout ça fait que l'équation globale, que ce soit pour des raisons structurelles ou conjoncturelles, la fonction finance était évidemment absolument essentielle. Et sur l'homme, alors, puisque vous avez recruté Grégory Sanson il y a un peu plus de 20 ans. Alors, il n'était pas forcément CFO à l'époque déjà. Vous l'avez vu, lui, monter en compétence, s'accomplir dans un groupe qui aujourd'hui, il présente comme presque, enfin comme quelque chose de très... Il y a beaucoup d'émotions, évidemment, quand il nous en parle, vu son engagement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Grégory Sanson? Alors, je pourrais en dire beaucoup de choses, à la fois sur l'homme, qui est Grégory, mais à la fois aussi sur le duo, ou plutôt le trio maintenant, puisqu'on a distingué la fonction de chairman et de CEO. Donc j'avais depuis des années et des années, j'étais PDG et j'avais mon CFO. Et donc c'était duo, et on est passé à un trio, puisqu'on a distingué depuis 5 ans les fonctions de présidence et de direction générale. Il y a des recettes évidentes de compétences, bien sûr, techniques. Quand il s'agit d'aller swapper des taux, quand il s'agit d'aller swapper des changes, quand il s'agit d'aller choisir des moyens de financement. Créer une captive d'assurance. Créer aussi une captive d'assurance. Quand on est allé se financer aux États-Unis sous forme de notes privées, etc. Un USPP pour Bonduelle, c'est sûr que c'était pas forcément... On a été les premiers d'ailleurs. Bon, voilà. Et donc de gérer ce mix de financement, etc. Il faut des compétences techniques. Donc ça suppose la compétence, ça suppose de l'engagement bien sûr, et Dieu sait que Grégory est engagé, je pense très attaché à l'entreprise, très attaché au passage à la famille aussi, à sa culture à la fois d'entreprise et sa culture de famille, dont je ne sais plus qui fait l'œuf qui fait la poule qui fait l'œuf, entre les deux d'ailleurs, peu importe. De transparence aussi, c'est une grande qualité. Il ne s'agit pas d'être politique, il ne s'agit pas d'aller cacher ou changer des choses parce que ça ferait mieux d'eux. Non, il faut de la transparence. Et tout ça, moi, je le traduis en connivence, tout simplement. Il faut avoir du plaisir à être ensemble, il faut se comprendre, il faut rien se cacher, il faut, etc. Et toutes ces qualités-là, Grégory les a, en tout cas, il les a eues avec moi. Et je suis persuadé que ça va continuer. C'est un collaborateur, un dirigeant, un membre du COMEX qui est essentiel. Un mot sur ce trio avec Xavier, que nous avons interviewé également lors de cette émission. Xavier, Grégory, vous, j'imagine que ça ne s'arrête pas là, il doit y avoir d'autres collaborateurs, mais ce trio-là, voilà, donc comment s'organise-t-il, comment vous le voyez, et leur duo à eux, comment vous le voyez évoluer? Écoutez, ce trio-là, il est récent quand même, puisque Xavier est arrivé il y a 6 mois, presque jour pour jour, le 1er juin. Donc c'est récent. Je lui ai fait un programme de découverte d'entreprise un peu dense d'ailleurs. Bon. En mettant à profit au passage sa grande expérience de l'Amérique du Nord, où en 6 mois de temps, il est allé déjà 4 fois, il en revient, il était encore pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu nouveau. Donc quand c'est comme ça, on est des hommes, chacun doit trouver un peu ses marques. Mais je crois pouvoir dire, je ne sais pas trop ce que vous a dit Xavier à l'antenne, mais je crois pouvoir dire que ça y est, les marques sont trouvées, il a trouvé sa place, il amène forcément un souffle et un regard nouveau sur ces choses. Au passage, il est végétarien, ça tombe bien, ça n'a pas été un critère de recrutement, bien sûr. Voilà, et donc ce trio qui se met en place entre lui-même, Grégory en tant que CFO, et puis moi-même en tant que chairman, avec les aspects chairman de l'entreprise, et sans avoir perdu les aspects familiaux, bien sûr, dont je ne me prive pas de lui expliquer ce que sont les attentes, les inputs de la famille, etc. Tout ça se met en place, et je crois pouvoir dire fonctionne bien. Jusque-là, c'était de la découverte, maintenant on rentre dedans. Là. Merci beaucoup, Christophe Bonduelle. Un dernier mot peut-être sur... Donc là, on fête les 170 ans cette année, en 2023, du groupe. On les a fêtés, oui. Tout à fait. Vous les avez fêtés. D'abord, joyeux anniversaire, Bonduelle. Même si vous ne serez peut-être pas chairman dans 30 ans, qu'est-ce que vous souhaiteriez au groupe pour son bicentenaire?
Alors, je serai peut-être pas, je serai sûrement pas. C'est certain que dans 30 ans, je ne serai plus Germaine, 94 ans, voilà. Et puis, qui plus est, avec les règles que je vous ai dites, non écrites chez nous d'ailleurs, hein, ne pas s'incruster, de laisser la place à des regards nouveaux, à la génération suivante, en refilant réellement les clés, etc. Donc, à l'évidence, non. Alors, ce que j'espère dans les 30 ans qui viennent, c'est tout simplement que ça continue, qu'on soit toujours là, que l'ambition nouvelle, enfin en tout cas nouvellement formalisée pour le groupe, d'assurer la transition vers l'alimentation végétale avec cette dimension RSE, parce qu'on est des paysans, hein, et on sait que notre actif le plus précieux, c'est quand même la planète, hein, c'est quand même la terre, c'est quand même l'eau, c'est quand même etc. Parce que sans tout ça, pas de légumes. Voilà, et donc il faut le protéger. Voilà. Et que donc cette dimension-là est très importante chez nous et que ça perdure. Mais au passage, bien sûr, en essayant d'améliorer la performance, le cash flow, etc. Parce que tout simplement, on n'a pas les moyens de nos ambitions. Bon, alors ça oblige à être astucieux quelquefois, et je pourrais donner X anecdotes, mais donc qui est quand même un niveau de rentabilité qui nous permette de servir et de financer nos ambitions. Mais donc voilà, dans 30 ans, on sera en 2000 combien? En 2050, on va dire. Bon, que le chemin continue, que les gens continuent à être heureux, que cette dimension-là fasse qu'on ait une attractivité en tant que marque employeur qui demeure et même qui est déjà très bonne, mais que ça s'améliore encore. Que l'ambiance et l'esprit dans la famille, la solidarité dans la famille perdurent. Voilà, ça fait déjà beaucoup de choses, non? C'est déjà pas mal. Merci infiniment Christophe Bonduel pour votre participation à cette émission. J'en prie, merci.